après 40 ans d'enfermement, les premiers mots de Georges Ibrahim Abdallah ont presque aussitôt été pour dénoncer l'impuissance et la faiblesse des Arabes et de leur gouvernement. وفي ملايين العرب قاعدين بيتفرجوا في ملايين في مصر على بعد امتار من ازهر مصر على بعد امتار من كعبة محمد بن عبد الله اطفال فلسطين بيموتوا جوع. D'ailleurs tiens, la complicité des pays arabes, c'est quoi? C'est comment? Ça veut dire quoi d'ailleurs, pays arabes? De quelle arabité on parle? Politique, stratégique, identitaire? En tout cas, cette arabité qui viendrait définir un mélange de proximité géographique, historique, culturelle, et qui aurait fondé un espèce de soutien, certes irrégulier, mais plus ou moins partagé, à la cause palestinienne, semble aujourd'hui presque entièrement dissoute. هذا السؤال بدي أسأله للأمة العربية اللي قاعدة بتطبع لي مع ترامب وسايبة شعب غزة الغلبان. وين إحنا بدنا هالقيت نتوجه؟ Déjà affaiblie depuis des années, elle a été définitivement balayée par les dynamiques de normalisation entre Israël et certains États arabes. C'est l'autre versant du massacre. Parce que dire de certains États arabes qui sont complices revient à effleurer à peine ce que ça suppose en creux. Ces cris, ces appels à l'aide, nous jettent chaque fois au visage le gros implicite, qui est sous notre nez depuis le début. Dire que les États arabes devraient logiquement venir en aide aux Palestiniens sous-entend surtout que le crime que les Gazaouis subissent est aussi lié à leur arabité. Cette arabité qu'ils partagent avec ces pays à qui ils reprochent la complicité. Un crime de génocide dont la dimension n'est pas seulement politique, mais aussi raciste. D'ailleurs, tiens, on va arrêter 2 minutes de tous faire genre. De pas voir que ce sont aussi des États occidentaux qui sont tous d'accord pour massacrer et affamer des Arabes. Et en l'occurrence, Israël, qui est évidemment le principal responsable militaire du blocus humanitaire sur Rafah, n'y arriverait pas sans l'aide de l'Égypte qui joue un rôle important de verrou politique et logistique. C'est comme ça que le 12 juin dernier, l'Égypte a bloqué, réprimé, empêché une marche pacifique qui avait réuni des gens du monde entier pour tenter d'ouvrir le point de passage à Rafah et laisser passer les camions d'aide humanitaire. Bienvenue dans un nouvel épisode de Gens de France. Avec des Français pas résignés, dans un voyage en Égypte, vers les portes de l'enfer et au cœur de la complicité des gouvernements arabes. D'abord, en sortant de l'aéroport, il fait chaud comme quand tu rentres dans un bain bouillant. Ça donne des frissons. Moi, j'y connais pas grand-chose en météo. Mais quand on arrive comme ça, ce qu'on se dit, c'est qu'il doit y avoir une fournaise géante pas loin. Un truc qui doit brûler la peau et les os. Et puis juste après, on a failli demander aussi au taxi si on s'était pas trompé de pays. Non, parce que l'Égypte, c'est les pyramides, les chansons d'Oum Kalthoum, les discours de Nasser, le centre du monde arabe moderne. Bordel, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je veux dire, je viens d'un quartier de France. Je sais tout de suite reconnaître un territoire abandonné quand j'en ai un devant les yeux. Et là, ça se voit que ça fait un moment qu'il n'y a plus personne aux commandes. Et on allait le comprendre très vite, c'était pas la complicité des gouvernements arabes, non. C'était leur mort. On était venu ici parce qu'au mois de juin dernier, des milliers de personnes venues de plus de 80 pays se sont donné rendez-vous au Caire avec comme objectif d'atteindre le poste frontière de Rafah et réclamer l'ouverture d'un couloir humanitaire vers Gaza. Une marche internationale pour alerter sur une famine volontairement organisée par un homme et un gouvernement que tout le monde diplomatique laisse faire. Une tentative de briser le siège par la présence physique. Nous savons d'ailleurs aujourd'hui que la situation a empiré. Des enfants, des femmes et des hommes meurent de faim tous les jours sans qu'aucune aide significative ne leur soit réellement parvenue. Bon les amis, bon, alors là on est arrivé au Caire, on a été un peu retardé à l'aéroport, effectivement ils fouillent, si t'es d'apparence nord-africaine, c'est plus compliqué pour toi. Donc on a été retardé plusieurs heures, ils ont pris nos passeports, ils ont fouillé les téléphones, regardé nos conversations WhatsApp, etc. Heureusement on avait évidemment supprimé tout ce qui restait. Et ensuite donc on est arrivé un peu tard, mais il y avait déjà eu un certain nombre de manifestants qui s'étaient rendus au checkpoint
Au moment où on allait les retrouver, ils étaient déjà mis dans des bus, donc on sait que sur place, il y avait des civils égyptiens qui tapaient un peu sur les manifestants présents pour essayer de créer des mouvements de foule. L'armée regardait et tout. Heureusement, les manifestants n'ont pas réagi. Donc après, ils les ont mis dans des bus, enfin des bus qui tournaient quand même parfois pendant des heures. Il y en a qui sont même restés pendant 10 heures, on dit, dans un bus. Ils étaient jusque dans le désert, etc. Parce qu'ils ne savaient pas trop quoi en faire. Et ils ont fini par les déposer par groupe de 4 ou 5, de manière un peu dispersée, au hasard, dans le centre-ville. Donc là, on va aller en voir certains qui vont nous raconter un peu ce qui s'est passé hier. Ah tiens, bah puis une chose aussi. Non, c'est pas notre passion pour le carrelage moyen-oriental qui nous a amené à faire ce plan-là. C'est qu'en Égypte, on n'a pas le droit de filmer. Pas le droit de passer une caméra à l'aéroport, pas de micro non plus, ils vous le prennent. Ici, la police est toujours aux aguets, faut filmer un peu comme on peut. On s'excuse d'avance pour le son et les images un peu bancales. Ça va? Ouais, ça va, c'est chaud. Je suis un peu détruit de voiture, je vois pas. T'es emmerdé par les services secrets, partir en brouille. Déjà, ça c'est violent, toi. Parce que nous, on n'est pas là pour. Jeff, la cinquantaine. Il habite à La Réunion aujourd'hui, mais il a toujours vécu dans l'Isère. Il n'a pas la gueule du militant. Le t-shirt à fleurs, la peau bronzée. Faut pas trop nous en vouloir si la première fois qu'on l'a vu, on s'est surtout demandé ce qu'il faisait là. Moi, j'arrête pas de pleurer le soir. Voilà, c'est la merde. Non, mais t'es là pour faire les choses bien, quoi. Il y a un truc qu'on remarque tout de suite, c'est que les gars regardent toujours autour d'eux. Ils soupçonnent tout le monde. Nous, on les trouve un peu parano au début. On y a cru. On y a tous cru. On y a tous cru, bien entendu. Pourquoi pas, avec cette marche, vraiment lever le blocus. Après, c'était évident qu'en n'ayant pas l'autorisation des autorités égyptiennes, ça commençait à être certain que cette marche n'allait pas se faire. Voilà. Mais au départ, c'était une belle initiative. C'était une belle initiative. La marche a rapidement été interrompue par les autorités égyptiennes. Des manifestants sont arrêtés, d'autres expulsés, certains violemment dispersés. Cette répression illustre la complicité active de l'Égypte dans l'isolement de Gaza. Une mobilisation internationale stoppée net sur le sol du principal pays arabe frontalier de l'enclave assiégée. Tu te demandes quel levier il reste en fait. En fait, c'est tout ce qu'il reste. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de levier politique possible, il n'y a plus de levier diplomatique. L'argent ne marche pas. Donc il ne reste plus qu'y aller physiquement soi-même. C'est ça, c'est ça. Pour essayer de dire ce qu'on peut au moins laisser passer le truc. Moi, ça fait un an que je me dis, avec toutes les manifestations qu'il y a dans le monde entier contre ce génocide commis par Israël, si tous ces gens-là, on se réunissait à aller sur place même, faire, je sais pas, des millions de personnes le long de la barrière, ce serait marquant quand même. Faut quand même être d'une sacrée espèce pour prendre son sac à dos, ses lunettes, pour aller ensuite marcher droit vers l'enfer. Et venir à leurs pieds, supplier les gardiens de la fournaise de libérer ceux qui y sont enfermés. For the love of life and for the love of humanity. وين الإنسانية التي تجمعنا العروبة الإسلام. The babies and women. Please, I will beg you, allow us to march to Palestine. Moi, je suis ému parce que j'étais là pour la bonne cause et que je ne me suis pas posé beaucoup de questions pour venir sur cette marche. J'avais toutes les raisons, comme pas mal de gens, de ne pas venir. Je suis un chef d'entreprise, je suis un père de famille, j'ai 11 salariés. Moi, je suis de La Réunion. Et là-bas, on est un peu loin de tout ça. Tu vois, là-bas, on est encore un peu plus loin. Pourtant, moi, je ne suis pas un activiste palestinien. Moi, je suis plutôt un humaniste. Jeff, c'est pas le militant assidu. Il avait le cœur tellement gros de voir tout ce qui se passe là-bas qu'il a juste pas pu rester chez lui. Je suis blessé de ce qui se passe. Là-bas, je suis blessé quand même. Je suis les infos et tout. Je suis blessé. Et je me suis dit, il faut que je fasse un numéro 1 de plus. Jean-Philippe, avec les lunettes, c'était autre chose. Militant chevronné, il était d'accord avec tout ce que dit Jeff depuis le début, mais il avait plus ces jaillissements d'indignation. Pour la délégation française, on a vu un message comme quoi il y aurait des politiques qui nous rejoindraient, des artistes, etc. On n'a vu personne sur les checkpoints où on était, on n'a vu personne au Caire. C'est un peu décevant à ce niveau-là. On a le sentiment de ne pas avoir été
soutenu même par les politiques qui soutenaient la marche, en fait, et qui soutiennent la Palestine, en fait. Cette marche a aussi montré l'importance du renouvellement des outils de protestation et de lutte. Elle a permis de révéler une catégorie de personnes révoltées par ce qui se passe à Gaza, mais qui n'ont pas rejoint de groupe militant et qui voient plutôt ici une occasion inédite d'agir concrètement, physiquement, géographiquement pour l'arrêt du massacre. On ne sait pas quand ça a commencé vraiment à mal. Enfin, qu'est-ce qui a fait que ça a commencé à vraiment mal tourner? Soit ils ont eu des ordres, ou ils ont perdu patience, et voilà. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont commencé à essayer d'embarquer une ou deux personnes, en fait. Ils ont essayé de prendre une ou deux personnes de force. Des manifestants sont interposés, et petit à petit, c'est parti en cacahuète comme ça. Et ça a duré comme ça un petit moment jusqu'à ce qu'on se fasse tous dégager à plus de grosses claques dans la gueule. Mais on fait pas le malin. Moi, j'ai pas fait le malin, ça c'est sûr. Après, on a même vu dans le car des gars qui se sont fait sortir du car, tabassés entre deux cars. Et les mecs, ils les ont roués de coups, quoi. Ceux qui nous ont fait ça, c'était des mecs en civil. Ouais, je te dis, ils avaient une carte blanche, quoi. C'est pas possible qu'ils n'avaient pas carte blanche. Et si tu veux, l'émotion, elle est d'autant plus grande que là, ça dépasse le combat de la Palestine. Mais vraiment, sérieusement. C'est un génocide, on est complice, on dit rien, on détourne le regard, on détourne la tête. Il faudrait presque, dans notre narration, qu'on prenne des pincettes pour parler de ce sujet. Il faudrait faire attention de ne pas déranger certaines consciences. Bien entendu, c'est pas donné à tout le monde d'être là. Il faut être courageux, il faut avoir les moyens. Bien entendu. Mais bon Dieu, ceux qui ne sont pas venus, au moins, soutenez-nous. Parlez-en autour de vous. Soyez touchés. C'est ça qui fait chier. Parce que ça, je sais que c'est quasiment perdu. Voilà. Ouais. Pourquoi ça touche pas tout le monde? Au Caire, ils étaient près de 400 Français sur 2000 prévus. Beaucoup ont annulé, certains ont même fait demi-tour à l'aéroport avant de monter dans l'avion. La position de la France, qui avait communiqué officiellement, n'a pas rassuré les Français qui se dirigeaient pour cette marche pacifiste. L'Égypte a pendant très longtemps été un des pays arabes les plus influents. Avec le président Nasser, le pays souhaite se positionner comme l'État leader du monde arabe et du mouvement des non-alignés. Le pays a plusieurs fois été en conflit avec Israël. Aujourd'hui, le génocide à Gaza permet aussi de donner la mesure de l'affaiblissement du monde arabe et de sa disparition sur la scène politique. La complicité des pays voisins, des alliés historiques, leur indifférence, leur complaisance, tout ça, c'est pas arrivé au hasard comme ça. Mais au contraire, au bout d'une méticuleuse stratégie politique. D'un processus qui a visé le démantèlement de toutes les forces arabes de la région. Les considérations géopolitiques du siècle dernier, notamment après la guerre du Golfe, posent les bases d'une volonté de réorganiser l'ordre régional au Moyen-Orient. L'invasion de l'Irak en 2003 est présentée comme un premier pilier du projet. Renverser un régime dictatorial pour permettre la construction d'un État démocratique. En 2006, pendant qu'Israël bombardait le Liban, Condoleezza Rice, alors secrétaire américaine d'État de George Bush, parlait officiellement et pour la première fois publiquement de la nécessité de ce qu'elle a appelé alors à l'époque le nouveau Moyen-Orient. It is time for a new Middle East. It is time to say to those who do not want a different kind of Middle East that we will prevail, they will not. L'expression est lancée. Elle l'utilise pour justifier une transformation géopolitique de la région. Elle veut fonder ça sur la promotion de la démocratie, qui n'a servi, on le verra plus tard, que la logique du projet néoconservateur américain et le renversement des régimes perçus comme hostiles. Des années plus tard, et des chaos plus tard, qui peut être encore dupe des réelles intentions politiques américaines. Lors d'un point presse, Rice justifie l'intervention américaine dans le conflit entre Israël et le Hezbollah en avançant que celles des États démocratiques modérés et souverains pourront contenir l'extrémisme et instaurer la stabilité. We must work urgently to create the conditions for stability and lasting peace. C'est une chanson qu'on connaît un peu aussi en France. Mais c'était surtout une nouvelle démonstration
de l'alliance stratégique entre l'implantation durable d'Israël dans la région et le projet américain de fragmentation du Moyen-Orient. Une dynamique conjointe qui vise surtout à empêcher l'émergence dans le monde pour les uns ou dans la région pour les autres d'un pôle arabe fort et autonome. Et donc la complicité arabe aujourd'hui, elle a aussi été construite. C'est une impuissance qui a été programmée depuis des décennies. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Jeff et ses amis n'ont pas pu avancer bien loin depuis le départ de cette marche. Donc là, on a retrouvé un groupe de Français qui, pareil, faisaient partie du convoi hier et qui se sont fait un peu chahuter, choper, etc. Et ce qu'on remarque systématiquement, c'est qu'ils sont tous un peu méfiants sur leur garde. C'est vrai que ici, c'est un peu compliqué de filmer. On a l'impression qu'ils ont l'impression d'être suivis tout le temps parce qu'ils se sont fait choper plusieurs fois. Donc l'idée, c'est de trouver un endroit calme pour pouvoir un peu discuter de ce qui s'est passé, quoi. Ouais, bah vas-y, on va tourner, on va se... Moi, je suis arrivé quand? Je suis arrivé hier soir. Ouais. On dirait qu'il y a des keufs partout. Nous, on est arrivé le premier jour à l'aéroport. C'est direct, il suffit de mettre de côté. Après, vas-y, deuxième jour, on a l'hôtel, on est dans la chambre. Les keufs, ils viennent, ils toquent à la chambre, ils rentrent. Tu vois, plusieurs civils et tout, comme ça, ils rentrent. 60 keufs en civil. Le lendemain, on arrive à l'hôtel, ils étaient encore là, ils nous contrôlent et tout. Tu vois, ils sont venus 2 jours de suite à l'hôtel et tout. Tu vois. Et ça veut dire souvent, on voit des mecs un peu suspects et tout. Donc, c'est pour ça, on se dit, on va dans un endroit calme, même un petit peu que. Donc là, on est toujours, en fait, quand on a fait la vidéo, quand je fais la vidéo d'explication, il y a justement le mec du café qui est venu nous menacer de pas filmer. Effectivement, c'est un état policier ici, on le sent bien. Tous les civils sont un peu aux aguets, quoi. Donc là, on s'est un peu dispersé chacun. On a chacun pris un taxi de notre côté. Et donc on va se retrouver au prochain point. Voilà. Alors attends. Jeff, ça va? Ah putain, ça a été compliqué pour retrouver. C'est vachement bien ici. Ouais, tout ça. Ouais, moi je me mets là. À la base, on est venus ensemble, mais à la base, on se connaît pas. On s'est rencontrés sur un groupe Telegram. Ouais, sur le groupe là, de la marche, en fait, tu vois. Ouais, parce qu'on a fait un groupe de Paname avec lui, elle, d'autres gens. Ouais, un petit groupe. Je suis partie de chez moi, j'ai dormi chez mon cousin. On s'est rejoint le lendemain à Orly. Et on est partis tous ensemble. Vas-y, j'ai vu des gens de toute la planète qui viennent et tout pour aller ouvrir le passage là-bas. J'ai dit, vas-y, j'y vais direct, tu vois, avec plaisir. Je t'ai pas dit, c'est risqué, c'est dangereux. Non, au début, même, je pensais même à aller vesquer et rentrer, moi. Tu vois, vraiment, tu vois. J'ai dit, vas-y, je vais aller faire vraiment, vas-y, des vrais trucs, en vrai, parce que le manif, bon, tu vois, c'est comme à Paris, tu vas tourner en rond à République, c'est pas comme ça, tu vas arrêter des guerres, tu vois, il faut y aller vraiment. Moi, je pars du principe que les manifestations, ça sert vraiment à rien dans les pays respectifs par rapport à une cause comme pour la Palestine. Et dès que j'ai vu l'occasion qu'on pouvait vraiment faire la marche vers Rafah, c'est là où j'ai vraiment saisi l'occasion. J'ai pris des billets d'avion et je suis parti. Akwar représente aussi une forme de politisation spécifique au quartier populaire. L'idée d'agir en se rendant sur place, directement sur les lieux mêmes du génocide, semble correspondre davantage à leur manière de s'engager. Une espèce d'action directe, incarnée, là où d'autres formes de mobilisation peuvent paraître trop symboliques ou abstraites. Est-ce que toi tu trouves que la marche, du coup, tu pourrais dire que c'est un succès ou un échec? C'est un succès parce qu'on a pu voir vraiment la vraie face cachée du gouvernement égyptien. Non, c'est quand même un échec parce que le but en fait c'était d'aller jusqu'à Rafah et de pouvoir ouvrir le point de passage et faire entrer l'aide humanitaire. Et du coup, non, on s'est même pas approché à 300 km de là-bas. Donc oui, pour l'instant c'est un échec. Ce qui était dit, c'est que comme c'est dans le cadre d'un convoi humanitaire pour débloquer le cordon humanitaire, etc., on n'a pas encore les autorisations. Peut-être qu'en arrivant là-bas avec la pression du peuple, etc., ils vont peut-être trouver un arrangement en disant « Ok, on va les laisser faire leur marche, ils vont réclamer, ils vont repartir. » L'état policier et les yeux de Netanyahou. Sentir leur souffle, leur regard, ils étaient là. Tout autour de nous, les gardiens de l'enfer palestinien. En quelques décennies, le régime a méthodiquement étouffé la solidarité populaire avec la Palestine. Et l'Égypte est passée d'allié historique à gardien de l'enfermement que subissent leurs voisins. لو بينزل مظاهرة من 2 مصري ما بيبقاش المسألة، ما بيبقاش حرب الإبادة، المسألة بتتوقف على جماهير مصر بالتحديد أكثر من أي طرف آخر. Ce qui me fait
mal au cœur, c'est que le peuple égyptien travaille en cachette avec le gouvernement. Ils posent 1001 questions. Dès qu'ils voient un truc de suspect, ils appellent directement la police. Donc c'est pour ça, en fait, ils viennent faire des fouilles, surveiller, partir d'hôtel en hôtel, poser des questions, fouiller les téléphones, prendre des téléphones pendant des 4-5 heures, fouiller. T'es dans la chambre, et vas-y, ça toque. En fait, c'est les keufs, ils viennent, ils sont en civil. Tu vois, avec une réceptionniste, ils viennent, ils rentrent dans la chambre normale. Vas-y, passeport, ils prennent les photos. Ouais, vous êtes là pourquoi? Nanani, ils posent quelques questions. Après, ils me disent, vas-y, toi, viens avec moi dans le hall. Ils me ramènent dans le hall. Donc, c'est pareil, tu vois, ils me posent des questions. Pourquoi tu es en Égypte? Qu'est-ce que tu veux faire? Nanani. Je vois bien qu'ils sont cadenassés, les Égyptiens. Tant que le gouvernement égyptien il est comme ça ne bougera pas là-bas. Ils sont cadenassés, les Égyptiens. Là, le risque qu'ils ont ici, c'est pas le même que nous. Concrètement, hier, on aurait pu connaître beaucoup pire, hein, beaucoup bien pire que ce qu'on a connu. Hein. Là, j'ai envie de te dire, entre guillemets, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Et puis à force d'entendre les gens se faire arrêter, pas savoir où ils sont emmenés, on est devenus nous-mêmes parano. On regardait de travers le serveur qui nous ramenait à boire. À un moment, je vous jure, on en est même arrivé à douter de Jeff. On est encore là et on essaye d'attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Et les délégations françaises nous ont expliqué qu'ils vont essayer justement de faire des choses pacifiquement dans les ambassades, essayer de mettre une autre pression. Mais moi je pensais qu'avec la pression populaire de ressortissants étrangers, ça allait mettre une certaine pression sur les ambassades qui eux-mêmes allaient mettre une certaine pression au gouvernement et qu'on aurait pu faire un peu plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est quoi la suite? Toi, tu vas rester ici ou tu... Moi, j'attends les consignes. Moi, je fais pas le tour des pyramides, tout ça. Je suis à l'hôtel, je fais attention à moi. Attention où je vais, je change d'hôtel tous les soirs. Faire attention, on va. Le soir, justement, Jeff nous a donné rendez-vous dans un restaurant égyptien. Il a continué de nous parler, nous raconter sa colère. Et à la fin de la discussion, on s'est rendu compte qu'il y avait une famille palestinienne à la table d'à côté. Ils nous ont posé des questions, je leur ai expliqué ce qu'on faisait. Jeff m'a demandé de leur dire qu'il était désolé de ne pas y être arrivé. Une vieille dame rigolait, au début on n'a pas compris pourquoi. Au salto yalouled. Vous êtes arrivés les enfants. Cette phrase, c'était comme un cadeau pour Jeff. Gaza, c'est peut-être pas qu'une terre derrière Rafah. Toi qui es intellectuel un petit peu, pas beaucoup. Mais dis-moi, tu vas manger chez un pote, tu finis la journée le dimanche, tu pars le lendemain prendre l'avion, il sait que tu pars pour Gaza, et à un moment donné, il te dit, parce qu'il a fumé un joint, je m'en fous, ouais, de toute façon, tu pars là-bas, c'est pour donner bonne conscience et bonnes vacances, Jeff. Ce discours-là, il est généralisé, c'est ambiant. Mais ben, ce pote-là, j'ai plus trop envie de le voir, quoi. Je peux pas dire tu vas pour donner bonne conscience. Qu'est-ce que tu me parles de bonne conscience? Tu l'as, toi, ta bonne conscience de rien dire et de rien faire? Toi, là, t'as envie d'être... Moi, je sais pas trop parler. Je suis pas un mec qui parle bien. Bah, je parle bien, mais quand je suis touché, je sais pas parler, en fait. Je vais m'énerver. Je vais dire des conneries. Alors, j'ai pris je suis barré. Et puis ce soir-là, Jeff, il en avait encore dans le ventre. Il était pas redescendu. Il a déroulé sans retenue un véritable enchaînement d'indignation. Je peux pas juger les gens. Et si je dis Hamza, alors Hamza, hein, c'est quoi cette phrase? Il faut pas juger les gens. Il faut juger personne. Mais quand lui, il a pris son pistolet et qu'il a tiré le bas dans la tête au gars, le résistant, qu'on encense aujourd'hui, il a bien jugé, lui, à un moment donné. Il a même condamné, lui. Il a même été le bourreau, il a tout fait, lui. Je te promets, j'ai du mal avec le nini. Il faut comprendre. J'ai mon truc à faire dans ma vie. Le sujet, il n'est pas important, il y a d'autres choses importantes. Par contre, si tu peux me dire, quand est-ce que tu as vraiment réservé les vacances au camping pour les enfants? Est-ce que la voiture en a fait la vidange? Ça, enfin, on s'entend, tu vois. Non, mais, tu vois, tout le monde est serré, tout le monde est pris dans le confort, les crédits de bagnole, les crédits de la maison, les machins. Donc, ils se laissent plus le temps. Est-ce qu'on éveille? Est-ce qu'on ouvre les enfants? On éveille? Est-ce qu'on est là-dedans? Est-ce qu'on ouvre ça à la compassion, à la bienveillance? Non, on est dans une compétition, dans un machin il faut être meilleur que l'autre, et puis si t'as pas des bonnes notes, et puis si tu travailles pas bien à l'école, tu n'auras pas de machin. C'est ça qu'on inculque. Comment veux-tu qu'après, à 18 ans, à 20 ans, les gamins, ils n'aient pas envie d'autre chose? Pourquoi tu veux qu'ils parlent de là-bas? On n'a pas arrêté de leur dire que ce qui compte, c'était eux. Rien que eux. Juste que là, on est en temps de guerre, une vraie guerre. C'est une vraie guerre. Et là, on est en train de perdre la guerre. Et on est en train de tous être des collabos.
Les trous sur les routes, les rues toujours en chantier, le petit qui a rien mangé. Et les bâtiments qui portent aux fenêtres la poussière des guerres d'hier, tout rappelait la défaite de l'arabe symbolique. Être ici, c'était aussi remonter le fil de son histoire politique, son arabité. C'est comme retrouver le grand-père qu'on connaît pas trop, qui nous raconte dans une langue qu'on comprend pas trop, la guerre qu'ils ont perdue hier. Et qui nous aide du coup un peu mieux à comprendre celle qu'on perd tous les jours aujourd'hui. Peut-être que pour saisir la bataille qu'on perd à Grigny ou à la Castellane, ça sert à quelque chose de connaître les défaites qui ont d'abord eu lieu ici. Et le lendemain, il s'est passé quelque chose de décisif. Hicham El Raoui, principal instigateur de la marche, a été arrêté dans la nuit. C'est un médecin urgentiste qui a effectué 3 missions dans la bande de Gaza. L'horreur, il l'a vu de ses yeux, ses amis l'ont vu se faire enlever alors qu'ils étaient cachés derrière une baie vitrée. Ils nous ont appelés parce qu'ils avaient besoin d'aide. Rien qu'à sa posture, on sentait qu'il y avait un problème. Et à ce moment-là, on a vu ils étaient assis et 3 ou 4 personnes étaient debout et il y en a un qui avait le sac de Stéphie, qui a regardé dedans, qui n'a pas refermé, qui a juste replié et qui lui a donné. Et nous, on a tout de suite tilté à ce moment-là que c'était pas quelque chose d'amical et on s'est un peu mis à l'écart. Et puis l'ambiance en Égypte pendant cette marche, c'était ça aussi. La possibilité de se faire arrêter à n'importe quel moment. Du coup, faut changer de discussion quand il y a le serveur qui s'approche. Manchester, je suis désolé, moi c'est PSG, Paris Saint-Germain, ils ont gagné. Ça se voit, il regarde pas le match. Il a dit Chelsea, Manchester, des équipes qui n'existent même plus. Ok, c'est bon, il est reparti. On peut reprendre. Pour le moment en tout cas. Et là, on est en contact avec différentes personnes du groupe. Et t'as que des informations bidons. Là, on vient d'avoir une information dans le taxi en disant que Hicham El Raoui a été pris et que 3 autres ressortissants étrangers ont été... Mais non, c'était nous. On a des nouvelles de Stéphanie, qui est sa compagne. Ils ont été au commissariat à côté de là où on était, juste en face. Et il y a eu des violences. Il y a eu des violences assez fortes apparemment pour elle. Elle a été mise de force dans l'avion et elle a été rendue aux policiers à Genève. Qui, une fois qu'elle a expliqué la situation, elle a été libérée. Le serveur jette un regard de trop. Faut bouger, trouver un lieu plus sûr. Les gardiens de l'enfer sont partout. À ce moment-là, faut comprendre une chose. Quand les gens disparaissent, on sait pas du tout où ils vont. On n'a aucune information. Donc il faut savoir une chose, c'est que nous, on est apolitisés, on est des simples citoyens. Je suis chimiste en pétrochimie. Mon ami ici qui est médecin, mon autre ami Hamza qui a un restaurant en Suisse. On est venu juste pour manifester de manière pacifique. Ce qui est très, très particulier depuis hier, c'est qu'effectivement, on a été jusqu'au checkpoint, mais une fois qu'on nous a dit rentrer au Caire, on est rentré et on s'est mis simplement en mode touriste. Et c'est là qu'on ne comprend pas pourquoi cet acharnement contre les ressortissants étrangers, sachant qu'il n'y avait aucune action qui avait été prévue, il n'y a eu aucun rassemblement au Caire, il n'y a eu aucun trouble à l'ordre public depuis. C'est triste, c'est vraiment triste. Moi, je pensais en venant ici, je pensais avoir un soutien des autorités égyptiennes qui comprenaient la cause et qui allaient au contraire nous aider, mais jamais chat à la souris. C'est du n'importe quoi. Attends, mais il nous dépose devant des cars de flics. Hein. Oui, mais là... C'est quoi, c'est un rooftop? Ah, quel ascenseur? Donc là, en fait, on est avec les médecins et les amis d'Hicham El Raoui qui donc a été enlevé cette nuit. Un contact nous a donné rendez-vous au Greek Club. Et en fait, comme endroit discret, on nous a exactement ramené là où il y a absolument tous les marchés en Égypte dans la gueule du loup. Donc voilà, on y est, on va voir ce qu'ils se disent. Je crois qu'ils font une réunion pour faire le pont. Leur pression quand chez nous sans rien faire. On doit continuer. Les Gazaouis qui sont sous les bombes, eux ils sont en danger. Nous on n'est pas en danger. Non, est-ce que avec le passeport français, est-ce que l'arrestation, détention Le vrai danger, c'est les Gazaouis qui le vivent, c'est pas nous. Nous c'est un millième. Donc il faut qu'on continue. C'est la fin, mais il y a un groupe de Français qui veulent faire une action.
veulent faire une action à l'ambassade de France. Ils sont 20 et ils veulent pas partir. Il est hors de question pour eux de pas faire d'action. Après, ça parle beaucoup de si ça met en danger ou pas le peuple égyptien. C'est dit que les Égyptiens ne sont pas pour. C'est pour ça d'aller vers nos ambassades à nous. On va demander justification à nos ambassades à nous. Malgré les coups de fil et les appels à l'aide, les ambassades des pays représentés dans la marche vers Gaza n'ont jamais répondu. Aucune aide, aucun relais. Un silence diplomatique qui a renforcé ce sentiment d'abandon total. À voter contre d'aller au bâtiment européen. Et là, il y a un peu une peur aussi en ce moment, parce qu'il y a la police qui est en bas. Et il y a des risques d'arrestation. Donc il y a un peu un stress aussi là. C'était maintenant le moment le plus tendu depuis notre arrivée au Caire. L'armée en bas, sur un fil, prête à intervenir. Ils n'avaient même plus à nous chercher. On était tous là. Une salle remplie d'opposants politiques. Il faut absolument partir du Greek Club. Et une fois sortis, les médecins tentent d'avoir des nouvelles de leur ami au téléphone. Et à ce moment-là, ça fait presque 24 heures qu'on n'a plus de nouvelles d'Hicham El Araoui. L'ambassade dit n'avoir aucune information. Je comprends pas. T'entends des infos qui viennent de partout et tout le monde est persuadé de ce qu'il dit. Il y en a un qui dit qu'il est parti il y a 2 heures, il est retourné en Suisse. L'autre me dit non, il est parti à Paris. L'autre qui me dit non, il est toujours. J'ai jamais entendu autant de fake news depuis qu'on est ici. Nous, on doit partir. Jeff vient de nous appeler, il est tendu, il s'est passé un truc. Je suis dans un resto local comme ça. T'as pas de choqué en plus la chiasse, en plus de cette pression qu'on a. Ah punaise. Il n'a pas envie de rigoler, Jeff. Nous, on apprend que Mehdi et Pauline sont fait embarquer. Juste sous ses yeux. C'est sûr. Regarde ce qu'il m'envoie Mehdi, moi. Il m'a envoyé ça à 19h30. 3 heures après, tu m'as dit qu'il s'était fait embarquer. Regarde ce qu'il m'envoie Mehdi. Devant moi, il s'est fait embarquer. Ah ouais, t'es vraiment inquiet, Jeff. Quand t'as cherché cet hôtel, qu'est-ce qui s'est passé alors? Vas-y, raconte. J'étais sur la route, sur le trottoir, et j'ai voulu le chercher, je trouvais pas, et à un moment donné, je m'arrête, et là je vois Pauline sortir avec des mecs autour d'elle, je vois un coin pareil avec des mecs autour d'elle, et une épouse dans un camion. Mais la coïncidence de fou, Ibrahim, je te jure, un truc de malade. C'est une coïncidence? C'est mon étoile, tu sais, j'ai une étoile qui me suit depuis tant d'années. Et je te promets, je suis arrivé comme ça. Je suis arrivé, je cherchais, je trouvais pas. Je trouvais pas ce putain d'hôtel. Quand je l'ai trouvé, ils sont sortis au même moment. Et là, quand j'ai vu tous les flics qui nous ont poussé un camion, j'ai tracé ma route. Pauline, elle a fait... t'as vu, c'était... Elle a fait oh, comme ça, c'est oh, comme ça, c'est du style laissez-moi quoi. Il me prenait le bras, il me tirait le bras comme ça. Il me tirait le bras, tu as vu, elle est grande, elle est costaud, elle, toi. C'est pas une fille qui se laisse faire. Hein. C'est violent comme image, je t'imagine pas moi. Tu sais, je suis pas venu ici pour ça, tu vois. Je savais que ça allait être dur, tu vois. Je voulais dire que ma femme elle vienne, t'imagines, heureusement qu'elle n'est pas venue. Hein. Moi j'ai peur maintenant pour eux, tu comprends? J'ai vraiment peur pour eux parce que pourquoi ils les ont arrêtés? Pourquoi ils les ont arrêtés? C'est des gens gentils, ils venaient du Grand Bazar, je devais les rejoindre au Grand Bazar. Et je les ai pas rejoints parce que je suis resté au moins 2 heures au téléphone avec ma femme. En textant, elle s'inquiète et tout, donc on discutait du mouvement, je ras-le-bol de cet État français qui laisse tomber tous ses ressortissants, bref. C'est violente, c'est dans ma tête. Pourquoi t'as pas filmé? T'es ouf toi, filme quoi moi? Je suis pas un journaliste, je filme les flics qui arrêtent les mecs, ça ouf. On va l'appeler. Au milieu de tous ces problèmes, Jeff continue quand même de répondre à son pote sur WhatsApp. C'est lui qui lui avait dit qu'il avait qu'à y aller là. Jeff il dit qu'il sait pas parler, sauf quand c'est pour envoyer des textos. Je suis pas devenu un activiste pro-palestinien. Je suis devenu un frère de conscience et d'humanité. Je pleure sur ce nihilisme généralisé dans la recherche égoïste de son confort, car un génocide se déroule avec la complicité de la France. Il n'y a plus de discours bobo ou tranquille qui me tiennent face à l'indicible. Alors oui, je juge et je condamne.
J'en ai plus que le droit. C'est un devoir. C'est une fraternité éveillée. C'est un acte résistant. C'est bousculer la bonne conscience. Au plaisir de te lire et penser à toute ta famille. La bise. T'as des regrets? Ah bah tout seul, c'est dur. Non. Non, j'ai aucun regret. J'ai aucun regret, jamais de la vie. On y a vraiment cru. On y a vraiment cru qu'on aurait pu, avec 2000 personnes, 3000 personnes, faire bouger des choses aussi terribles. Parce que on parle d'ouvrir un corridor humanitaire après avoir massacré des innocents. On ne parle même pas de cela. On parle juste d'ouvrir un corridor humanitaire pour donner à manger. C'est quand même incroyable que ça n'arrive pas à se faire en 2025 et que c'est des petits marcheurs comme moi qui allons faire voir un peu comment ça se passe. C'est quand même incroyable. C'est ouf d'en arriver là. Alors non, il ne peut pas y avoir de regrets. Pas y avoir de regrets. On a essayé. Il a continué de nous parler. Il avait besoin de vider son sac. Le gouvernement, la complicité, la lâcheté. À un moment donné, il m'a dit... Non, je suis en vrac, Ibrahim. C'est mon cerveau. Et puis juste après, il a rajouté... Donc j'ai écouté Ibrahim et j'ai pris mon billet et je m'en vais de ce bourbier. Parce qu'on va à Paris, hein. Yes. Jeff, il a fait son sac. Il est parti dans la nuit. Le lendemain, les amis d'Hicham nous ont appelés. Ils nous ont dit que le médecin avait été libéré et qu'il avait été renvoyé vers Bruxelles. Ah, il l'a envoyé dans l'avion. Ah, c'est bon, oui, oui. Sérieux? Ah oui, oui, c'est à l'aéroport qu'il nous a fait une vidéo pour nous dire maintenant il est à l'aéroport. Nous aussi, on est partis. Et sur le retour, on se demande encore. Où est-ce que sont Mehdi et Pauline? Est-ce que j'ai pas oublié le chargeur sur la table de nuit avant de sortir? Et puis qu'est-ce qui anesthésie vraiment les gens? Qu'est-ce qui leur fait accepter qu'on déchiquette des gamins pire qu'à la tronçonneuse? Par exemple, quand Agnès trébuche sur le trottoir, qu'elle se fait un petit bobo tout rouge sur le genou. T'as vu ta tête? Mais alors qu'est-ce qui t'inquiète devant les égratignures qu'il y a sur son genou et qui t'inquiète plus devant les jambes sectionnées d'un enfant là-bas? Et qu'est-ce qui ferait de Jeff un pro quoi que ce soit de s'émouvoir de ça? Ouais, je comprends plus. Est-ce que c'est parce que les mères qui pleurent leurs enfants portent un voile que tout le monde s'en fout? Ouais, des fois, pendant quelques secondes, j'arrive à me convaincre. À croire que c'est pas ça. À Gaza, c'est peut-être l'extension de ce que dit Retailleau quand il crie à bas le voile, bien sûr. Dans un meeting politique officiel. C'est peut-être là-bas que le système capitaliste, impérialiste, colonial peut encore exprimer librement toute la barbarie de son idéologie. À Paris, on a retrouvé Jeff. Il y a son fils qui habite ici dans la capitale. Du coup, il en a profité pour nous donner rendez-vous. On est là. Ah, c'est plaisir de vous voir. La première fois que je t'ai vu, t'avais une petite caméra comme ça, là, toute cachée. Tu vois, je veux dire. Le gars qui sort du flou là-bas, c'est Mehdi. Il est arrivé il y a quelques jours à Paris aussi. Il s'était fait arrêter, enfermé dans un centre de rétention, puis finalement il a été relâché. Ouais, j'avoue que ouais, énormément discret, excuse-moi. Ça va, tu vois? Tu peux le mettre, le maillot Palestine, là. Bonjour, ça va? Ouais, bah ouais. Donc vas-y, j'ouvre, tu sais, ils sont 10, comme ça, j'ai compris direct, tu vois. Putain, bordel. Ça, c'était la 3e fois qu'ils venaient à l'hôtel. Voilà, donc ils m'ont dit prendre mes affaires, on va à l'aéroport, ils nous ont descendu dans un petit fourgon. Et le petit fourgon, il nous a ramenés. Du coup, avec leur petite navette, ils allaient dans tous les hôtels de la rue, ils récupéraient les Français, les mettaient dans le car, direct sur l'aéroport. J'ai l'impression que j'ai eu plus peur que toi, en fait. Non, ouais, tranquille, bah ouais, c'était là. On s'est fait arrêter tous les jours, de toute façon, là-bas. Donc ça, je savais qu'il y avait beaucoup de chance que, voilà, ça ne marche pas. Ah ouais? Ouais, quand toi tu t'es dit on va y arriver, genre avant de partir, avant d'arriver sur place. Moi, t'as vu le plan de route et tout. Moi, je suis un peu un rêveur. En fait. Ouais, ok, ouais. Non, mais il faut une petite touche d'optimisme, sinon tu dis vas-y, ça sert à rien, t'y vas même pas. Mais je me disais qu'il y avait 4000 personnes, cette marche mondiale, et en même temps, le double jeu de l'Égypte depuis longtemps. Hein. Et là, on a vraiment vu, voilà, les masses sont tombés aussi avec eux. Hein. J'ai du mal, Ibrahim, toi, on rigole ensemble et tout. Toi, moi, je suis avec mon fils, je reprends le goût à la vie, mais
c'est hyper amer. C'est hyper amer. Toi, hier, j'étais tout seul, j'ai passé 3 heures sur un pont. Mon fils allait voir un concert. T'sais. Et papa, t'as fait quoi? Bah, je suis resté 3 heures sur un pont pour une sorte de méditation. J'étais avec eux, tu vois. Mais j'étais avec eux, vraiment. Les Gazaouis. Cette fois, ça n'a pas marché pour Jeff et les autres. La prochaine fois, peut-être. Tiens, combien ils seront la prochaine fois? 217? 314? On fait pas de politique. Moi, je fais pas de politique, là. Moi, je suis pas pro-LFI, pro-Macron, pro-machin. J'ai rien à foutre, en fait. Franchement. Vraiment. Je suis un humain. Voilà. Je suis un humain, et là, on a un massacre des humains, et les humains se baladent tranquillement dans la rue, ils vont faire leurs emplettes. Après, on dit je suis un extrémiste. S'il y avait une espérance, vraiment, s'il y avait une espérance, ce serait celle-ci, quoi. C'est-à-dire que cette marche mondiale, c'est caravane du Maghreb, c'est flottille maintenant mondiale, 2000 personnes, je sais pas quoi. Ça devient des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Ça, ce serait une solution. Tu vois l'espérance? Se libérer, c'est peut-être le plus vieux truc qu'on sache faire. À Rafah aujourd'hui, à Bastille, au Vietnam, à Alger, il y a 4000 ans au pied de ces pyramides. Chaque fois, ces moments où l'histoire nous a convoqués au chemin des grandes libérations, il a d'abord fallu presque toujours se présenter aux portes d'un enfer. Ouais, Jeff. Ouais, Ibrahim. C'est juste pour te dire que... moi, j'y retourne. Moi, je te dis, moi, j'y retourne et putain, on va être un paquet, là. Sur des bateaux. J'y retourne, Ibrahim.